Bienvenue à vous tous. Merci de vous être inscrits à cette session. Ce que nous allons faire aujourd'hui et le but de cette session, c'est vraiment de vous donner les clés d'une exportation réussie par rapport à l'actualité que nous avons en ce moment, cette fameuse Covid. Donc, je vais essayer de vous donner un maximum d'outils pour que vous réussissiez vraiment à augmenter vos ventes à l'export. Pour certains qui sont déjà sur ce marché-là, grâce à nous d'ailleurs, et qui ont quelques trous dans la raquette, comme on dit, c'est-à-dire que leurs territoires ne sont pas couverts à 100%. Je vais vous donner quelques techniques pour vraiment agrandir votre territoire. Et puis, à la fin, on fera quelques exercices pratiques. Donc, le but, vraiment, c'est de vous aider à vendre encore plus par les temps qui courent, où on le sait bien, les acheteurs font quand même attention, c'est fragile comme marché. Les ventes se font bien, mais ils négocient d'une façon assez serrée, comme je ne l'ai jamais vu auparavant par rapport à tous les problèmes existants, pour ne citer que les problèmes de transport en ce moment. Je vois que beaucoup de nos adhérents qui ont vendu du vin il y a 6 mois n'ont pas encore réussi à tout livrer. Donc, on va parler un petit peu de toutes ces alternatives que vous pouvez avoir et que je vais vous proposer. Donc, pendant cette conférence-là, je vous invite à prendre des notes pour qu'on puisse ensuite euh, faire une question-réponse. Et puis, si vous le souhaitez, vous pouvez même m'appeler individuellement après, parce que vos questions sont parfois personnelles. Moi, personnellement, j'ai aidé un peu plus de 250 vignerons à vendre du vin et j'ai bien vu que c'est 250 histoires différentes. Il n'y a pas un cas qui ressemble à un autre. Alors, cette formation, on va la faire en 3 mouvements. Le premier, c'est qui sommes-nous? Donc, présentation de la PVSA, les activités, les tournées que nous organisons, pourquoi on en organise. Et puis ensuite, on va regarder le marché. Donc, le marché après Covid, comment l'aborder actuellement. Et puis, pour les moins timides d'entre vous, si vous le souhaitez, on pourra faire un exercice, un atelier pratique avec une simulation. Vous allez faire le vigneron et moi, je vais faire l'acheteur. Comme je suis en permanence au téléphone avec les acheteurs, je connais à peu près toutes les questions, les objections et les problèmes que vous pouvez avoir. Car on est vraiment sur le même bateau. Alors on va commencer. On va commencer cette présentation avec la partie 1. Qui sommes-nous? Donc qui sommes-nous? Désolé de le répéter pour les adhérents qui participent à cet événement, vous savez qui on est, mais par contre, pour ceux qui ne le savent pas, on est une association à but non lucratif, on existe depuis une vingtaine d'années. J'ai aidé, on peut dire, un bon 200, 250 même producteurs de vin, mais aussi des agents, des négociants, des caves coopératives. Notre réseau, il est étendu au Mexique, aux États-Unis et au Canada. Et puis la connaissance du marché, alors là, on la connaît vraiment bien. Pourquoi? Eh bien parce que moi, je suis pendu au téléphone tous les jours avec les acheteurs qui me font des demandes ou qui me font des requêtes spéciales ou qui vont même me faire des commentaires qui ne sont pas toujours positifs, puisque certains se plaignent parfois de la réactivité de quelques vignerons qui ne sont pas assez rapides pour livrer les commandes ou faire les étiquettes ou faire les codes barres, etc. Et moi, je suis un petit peu pris entre le vigneron et l'acheteur. Donc, je vois bien les difficultés de l'acheteur et du vigneron. Alors, ma connaissance du marché, elle est essentiellement sur ce qu'ils recherchent, le prix qu'ils sont prêts à payer, et puis les conditions de paiement, et puis le couple, le duo que ça va être entre le fournisseur et puis l'acheteur. Notre expertise, elle change régulièrement, vu que le marché change régulièrement, il faut vraiment s'adapter pratiquement tous les jours. Donc la formation que je vous donne aujourd'hui, dans 6 mois, c'est peut-être pas la même formation que je vous donnerai, puisque ça change entre les taxes auxquelles on a eu droit il y a quelque temps, le problème actuellement des conteneurs, le problème de la Covid, où on peut moins visiter les clients, tout change un petit peu. En parallèle, j'ai formé aussi un peu plus de 200 étudiants des grandes écoles de commerce françaises qui ont appris à vendre du vin avec moi. Comme vous le savez, je suis installé depuis une trentaine d'années au Québec et puis j'ai une équipe relativement jeune autour de moi. C'est important d'avoir des jeunes puisque ce sont eux la relève, ce sont les milléniums, ce sont eux qui consomment du vin et qui nous apprennent vraiment même les dernières tendances.
Alors, en parlant des milléniums, petit aparté rapidement, vous savez que le monde du vin a énormément changé. Les gens de mon âge, j'ai 54 ans en passant, les gens de mon âge, lorsqu'on allait au restaurant et qu'on y va, lorsqu'on voit une bouteille, un Côte-du-Rhône qui est à 50 $, eh ben, on le commande, on sait très bien que le restaurateur va faire sa marge. Aujourd'hui, les jeunes, notamment ceux qui sont autour de moi lorsque je fais cette conférence, lorsqu'ils arrivent au restaurant et qu'on leur propose un vin, la première chose qu'ils font, c'est qu'ils prennent leur téléphone, ils scannent la bouteille, ils voient qu'est-ce qu'on a dit sur ce vin-là, ils voient le prix du vin, et qu'est-ce qui se passe si la bouteille est annoncée à 60 $ et que le Millennium voit que en fait ce vin, on peut se le procurer à 20 $ chez le marchand, eh bien qu'est-ce qu'il va faire? Il va commander un seul verre et puis il va dire qu'il va se procurer la bouteille une fois rentré à la maison. Donc la consommation a changé. Je crois qu'on consomme certainement mieux, mais on consomme moins dans les endroits publics et par contre beaucoup plus à la maison. C'est ce qu'on va voir ensuite. Voilà, l'équipe donc réactive et puis on va vous donner, on va être tenté en tout cas à tous de vous donner les clés de ce succès. Et comme je le disais auparavant, pour tous, c'est une histoire différente. Il n'y a pas la formule magique qui s'adapte à tout le monde. Là-dessus, je suis désolé. Donc, on va passer tout de suite maintenant au point fort. L'expertise de l'APVSA, 20 ans d'événements, donc on en a vu de toutes les couleurs, ça je vais vous le dire. Et puis, ce qui est important, c'est ce fameux réseau de 300 vignerons. Vous allez dire, ouais, Pascal, on est concurrentiel. Non, pas forcément concurrentiel, parce que 300 vignerons, en général, lorsque je me déplace, j'en ai une bonne cinquantaine avec moi, avant la Covid, tout du moins. Et ce qui est intéressant, c'est que lorsque j'ai, par exemple, un vigneron qui produit des Bordeaux, qui participe à la dégustation, qui a invité un acheteur de Bordeaux, et bien lorsque la rencontre s'est faite, le Bordelais s'est mis ami avec le Champenois parce qu'ils voyagent depuis plusieurs jours ensemble. Et lorsque la rencontre est finie entre le Bordelais et l'acheteur, eh bien le Bordelais peut recommander à l'acheteur de boire une petite coupe de champagne, par exemple, pour finir la discussion. Et c'est comme ça que tout le monde se repasse un petit peu les leads. Donc, il y a vraiment une amitié qui se fait, un regroupement qui se fait entre vignerons pendant la tournée et aussi après les tournées. Ce qui nous permet de ne pas être isolé dans notre prospection. Parce que je suis certain que ça vous est déjà arrivé de prospecter un pays, de tomber sur un importateur qui vous dit voilà, oui, ça m'intéresse, tu vas m'envoyer des échantillons. Là, le gars, il vous retourne les appels 3 mois plus tard. Et puis ensuite, ben, il vous dit ouais, ok, tu vas m'envoyer les étiquettes. Là, le temps qu'il approuve les étiquettes, il y en a pour 2 mois. Et puis après, il va dire bon, en fait, non, c'est peut-être pas ce que je recherchais. Donc, nous, tous ces gars-là, on les a déjà écrémés. Du coup, quand vous faites partie de ce regroupement avec ces 300 vignerons, eh bien, on se passe l'information et vous ne perdez pas de temps sur une mauvaise affaire, un mauvais prospect qui vous a baladé. Et il y en a, croyez-moi, et il y en a encore aujourd'hui. On a fait un événement digital récemment et j'ai bien vu qu'il y avait toujours un petit peu ce qu'on appelle des pommes pourries. Donc, il faut faire attention de les sortir du panier, ces pommes-là. C'est un petit peu la force de ce regroupement. La force aussi de ce regroupement, ce sont ces fameux 5000 acheteurs avec lesquels nous communiquons régulièrement et qui nous font part vraiment de ce qu'ils recherchent, des problèmes qu'ils ont, des solutions qu'ils apportent. Voilà un petit peu les points forts lorsqu'on se met ensemble. D'ailleurs, vous voyez sur la photo, c'est intéressant, vous voyez qu'il y a un de nos vignerons qui est en train, celui qui a le costume blanc, qui est en train de faire goûter un vin au type qui a sa chemise bleue. Et à côté, il y a un monsieur de dos qu'on voit, c'est un Bordelais, je le reconnais, il s'appelle Caro, et il fait goûter ses vins de Bordeaux en même temps. D'ailleurs, ce monsieur Caro, qui me disait qu'il a vendu 200 000 bouteilles cette année au Texas, m'a dit Pascal, c'est grâce aux tournées qu'on a fait avant. Les gars actuellement récoltent le travail qu'ils ont fait pendant 2 ans, pendant 3 ans. Vous ne dites pas qu'en participant à cette formation, je vais vous donner les clés, mais le conteneur ne va pas rentrer dans la cour pour être rempli à la fin de la formation, hein, quand même. Voilà. Alors maintenant, nous allons regarder ensemble notre équipe, qui nous sommes. Donc c'est l'introduction avant de passer à l'action. Comme vous le voyez, nous avons plusieurs pôles. Il y a 7 pôles en fait. Donc nous allons commencer, avec moi les derniers sont toujours les premiers, donc nous allons commencer par le pôle acheteur
avec Emma. Le travail du pôle acheteur consiste essentiellement à communiquer avec les acheteurs, mais pas forcément avant pour qu'ils viennent aux événements, après aussi, puisqu'on s'occupe du suivi commercial des vignerons. Il y a des vignerons qui souvent ne se déplacent même pas. Pourquoi ils ne se déplacent pas? Parce qu'ils vendent beaucoup de vin, mais ils n'ont pas des marges assez importantes pour pouvoir se payer des billets d'avion, des dépenses, etc. Je pense, pas la peine de parler des appellations, mais je pense aux gens qui nous vendent des vins par milliers de caisses à 3 euros, 3,50 € la bouteille. Les marges sont très étroites, donc ils ne peuvent pas forcément se déplacer. Donc c'est à nous vraiment de les aider et de les mettre en piste avec les bons acheteurs. Donc le pôle acheteur, c'est surtout des réunions avec les acheteurs, de la communication. On leur demande quelles sont les tendances, on regarde un petit peu ce qu'ils veulent acheter, et avec toute cette information-là, ben, je parviens à vous aider et à vous dire voilà ce qu'il faut que tu lui dises, voilà ce qu'il faut que tu fasses. Je ne pourrais pas vous donner tous les secrets non plus, mais prenons par exemple un de nos vignerons, Monsieur Percier de Bordeaux, qui a des Bordeaux à 3 euros. C'était pas simple à vendre. Je lui ai dit écoute, fais-moi une petite cuvée là, parcellaire avec des vins oranges. Eh bien, immédiatement, il est rentré à la SAQ. Il faut avoir des petites techniques comme ça. Je l'ai fait avec les amphores. On avait fait un colloque sur les amphores qui avait très bien fonctionné. Je pense à cette madame de Sainte-Victoire qui a réussi à vendre plusieurs palettes parce que son vin était en amphore. Alors, pour le pôle acheteur, c'est vraiment toute l'information sur les acheteurs que vous pouvez nous demander après chaque événement, voire même avant l'événement. Ensuite, vous avez le pôle membre. Alors, le pôle membre, qui est géré par Madi, ce pôle-là consiste essentiellement à accompagner les vignerons, ne serait-ce que pour participer à des compétitions, les wine spectators, les wine enthousiastes, les wine, ce que vous voulez. On vous aide vraiment à vous inscrire sur des concours qui sont reconnus aux États-Unis. Parce que, comme vous le savez, votre vin peut être un vin excellent, mais il ne plaira pas forcément au palais des Américains. Donc ça ne sert à rien de proposer un vin à un Américain dont le goût ne passera pas. Alors, au pôle membre, vraiment, on vous aide, on vous conseille sur les produits, les programmes de référencement et puis surtout tous les programmes pour que vous puissiez participer à tous les événements. Nous allons passer ensuite au pôle de Louise. Louise qui nous a coordonné cette formation, qu'on remercie en passant. Donc, Louise s'occupe des études de marché. Elle peut vous donner l'information. Disons que vous faites un Côte-du-Rhône et vous aimeriez savoir qui sont vos concurrents, quel prix ils sont vendus. Eh bien, avec Louise et son département, vous pouvez avoir cette information. Louise s'occupe aussi de toute la veille donc économique. Il y a le département des communications, donc avec Coraline, dont la mission est de mettre en valeur les adhérents de l'association, autant leur succès, mais aussi que leur recherche. Et inversement, Coraline s'occupe de faire des annonces pour les acheteurs, car régulièrement, je dirais qu'une bonne fois par semaine, nous avons des requêtes d'acheteurs qui viennent nous voir au bureau, ne serait-ce que pour chercher des échantillons, et en même temps, ils nous disent quels sont les produits qu'ils recherchent. Donc, on est constamment en contact avec les acheteurs et Coraline s'occupe essentiellement de mettre en valeur nos adhérents et aussi de répondre aux attentes des adhérents et des acheteurs en termes de communication. Moi-même, qui ai fondé cette association il y a une vingtaine d'années, donc vous me connaissez, je suis sur le terrain. Avant la Covid, j'étais sur le terrain, on voyageait 6 mois par année. Donc, c'est moi qui travaille avec le pôle acheteur, donc avec Emma. Et mon job consiste essentiellement à m'assurer qu'il y ait beaucoup de commandes pour les adhérents de la part des acheteurs. Et notre collègue Odile, qui est au Mexique, donc qui s'occupe plus du marché un petit peu du Mexique, mais qui coordonne toute l'association, ne serait-ce que pour l'organisation des événements que nous faisons et la coordination de nos collègues de travail. Alors voilà un petit peu le côté droit. Maintenant, je vais vous expliquer le côté gauche. Comme vous le voyez, on fait des dégustations de vin dans une soixantaine de villes américaines. Pourquoi dans autant de villes? Tout simplement parce que les marchés sont complètement différents. Comme vous devez le savoir, les États-Unis, par exemple, c'est 50 États, c'est 50 marchés différents. Le Canada, c'est 13 provinces. Il n'y a pas une province qui est pareille. La consommation, notamment de vin français, n'est pas la même
en Colombie-Britannique qu'elle l'est au Québec ou en Ontario. C'est pour cela d'ailleurs que beaucoup plus de vignerons viennent avec nous au Québec et en Ontario, quoique je leur recommande souvent d'aller prospecter en province, puisque moins de gens vont en province, et en province, on boit très bien, et ils n'ont pas de problème de moyens financiers en plus. Donc, on organise les dégustations dans une soixantaine de villes, mais aussi on participe à des événements en Europe. Alors vous allez me dire, mais pourquoi Fernand, tu vas en Europe? Ton boulot, c'est l'Amérique. Tout simplement parce que lorsqu'on va en Europe, que ce soit au salon Wine Paris ou au salon Provine où on a pris des kiosques, eh bien ça a permis aux vignerons qui ne se déplacent pas avec nous de rencontrer les acheteurs nord-américains qui, eux, se déplacent pour ces événements-là. Du coup, les vignerons qui n'ont pas la chance de se déplacer peuvent rencontrer les acheteurs avec nous, sur place, dans le kiosque. Maintenant, la dégustation de vin qu'on organise dans une soixantaine de villes, il faut savoir que depuis qu'il y a la Covid, vous êtes moins nombreux à vous déplacer. Alors, ce qu'on a mis au point, c'est que tous les acheteurs qui viennent me voir et avec lesquels je travaille depuis de nombreuses années, qui sont habitués, vont venir me voir sur ma table pour goûter des vins. Mais cette fois, j'ai installé une caméra sur ma table, ce qui va permettre aux vignerons de commenter la dégustation des vins que les acheteurs sont en train de déguster avec moi. En d'autres termes, je suis votre humble serviteur et vous, le vigneron ou le négociant, c'est vous qui commentez la présentation des vins, la dégustation. Comme ça, on travaille vraiment à trois, l'acheteur, moi le serveur et vous, le vigneron, qui commentez. Et vous êtes vraiment dans un monde réel. Aujourd'hui, on peut dire bye bye le virtuel et bonjour le réel. Grâce à cette caméra, vous êtes vraiment en temps direct avec les acheteurs que je connais bien. Et là, encore une fois, je vais vous faire gagner du temps parce que je sais qui est très bon, qui est moyen et qui est pas bon. Mais de toute façon, on fait toujours un tri à la porte. Pour ceux qui me connaissent, vous le savez bien. Maintenant, il y a aussi le catalogue des membres. Alors ça, c'est une arme fatale pour la prospection. Pourquoi? Ce catalogue qui fait à peu près 200 pages, qui est conçu par Odile, nous permet, lorsqu'un acheteur me téléphone et me dit Pascal, je cherche par exemple un Châteauneuf du Pape, eh bien, je lui envoie le catalogue, je lui dis écoute, tout à fait, il y a un Châteauneuf du Pape, j'en ai même trois des fournisseurs de Châteauneuf du Pape, j'envoie le catalogue, sauf que dans le catalogue, il y a tous les adhérents. Donc ce catalogue devient une bible pour l'acheteur, et à chaque instant qu'il cherche un vin, eh bien, soit il nous appelle, soit il consulte le catalogue. Et l'avantage pour ces acheteurs-là, c'est que je m'occupe de tout le suivi aussi de logistique pour les échantillons, etc. Et comme je les connais, je leur recommande vraiment les vins qu'ils recherchent. Il faut savoir que nous, tous les vins sont testés à l'avance. On ne prend pas un adhérent comme ça parce qu'il veut nous donner de l'argent et puis qu'il veut prospecter. On teste les vins à l'avance à New York avec des importateurs. On en parlera un petit peu plus tard. Donc on a vu le catalogue des membres. On a vu maintenant, on va voir en tout cas, les compétitions. Les compétitions nord-américaines sont très importantes puisque malheureusement, les gens ne dégustent pas forcément avec leur palais, mais avec des notes. C'est très important d'aller chercher des notes. Et là, encore une fois, nous, on peut vous aider à vous inscrire à ce type de concours pour que vous puissiez avoir des notes. Vous, votre travail, c'est de faire du très bon vin et nous, c'est de vous aider à le faire noter, ce vin-là, parce qu'avec une note de 90, par exemple, ça va aider facilement la commercialisation et vous aurez plus de choix d'importateurs et ensuite de distributeurs. Et puis, il y a les événements spéciaux qu'on organise. Je pense notamment au Zoom sur les régions, où vous pouvez présenter vraiment votre région et, bien évidemment, votre domaine et vos vins. J'ai fait moi-même une bonne dizaine d'années de radio, donc je suis habitué à présenter les vins s'il faut un micro. Et puis, tous les événements qu'on fait maintenant sur les réseaux sociaux. Voilà, vous avez quelques images en bas qui vous montrent un petit peu donc l'équipe, la petite photo à gauche, là on est au salon de Provine, à droite c'est à Los Angeles, et puis au milieu plutôt c'est Los Angeles, et à droite c'est dans un autre salon aussi. Voilà, donc je vous ai fait le tour un petit peu de qui nous sommes et surtout ce qu'on peut vous apporter si vous avez besoin d'un coup de main. Encore une fois, si vous êtes novice et que vous débutez sur l'export, on peut prendre le dossier de A à Z. Et pour ceux qui, comme je le disais au départ, ont quelques petits trous dans la raquette et qui ont besoin de les compléter, ça me fera plaisir de vous aider.
Alors, on va passer maintenant à la suite. Donc, les tournées. Les tournées, c'est vraiment le moyen où je vais vous aider à rentrer sur le marché des vins. Alors, comme vous le savez, il y a beaucoup de vignerons qui font des vins et parfois, le vin est similaire au vin du voisin. Donc, il faut trouver des distinctions. Et si vous ne vous déplacez pas pour aller rencontrer l'acheteur, il n'est pas prêt de le savoir, l'acheteur. Donc, les 3 tournées qu'on organise par année, une au mois de septembre en général, là on l'a repoussé au mois de novembre à cause de la Covid parce qu'on voulait que tout le monde puisse venir avec nous et se déplacer, sont travaillées en amont. C'est-à-dire que nous prenons le temps en amont de téléphoner aux acheteurs, de leur expliquer les vins qu'on va leur présenter et surtout, avant de leur présenter les vins, de leur faire goûter les vins. Comme je vous le disais, j'organise toujours un pré-testing à l'avance. Donc là, j'en ai fait un à New York il y a un mois. J'ai apporté un peu plus de 200 bouteilles de vin et sur ces 200 bouteilles, plus d'une cinquantaine ont été retenues, ont eu des notes au-dessus de 88. En d'autres termes, j'apporte sur un plateau d'argent, voire d'or même, des produits que les acheteurs ont sélectionnés. Alors souvent les acheteurs disent ouais, Pascal, ils sont super bons tes vins. Je dis attendez les gars, c'est normal, c'est vous qui les avez goûtés ces vins-là, c'est vous qui les avez testés. Donc on ne s'amuse pas nous à arriver avec des bouteilles que les gens n'ont pas goûtées à l'avance, ça sert à rien. Parce que j'ai pas envie de vous faire déplacer, prendre un billet d'avion pour faire goûter des vins. Les gars vont vous dire non, quoi. Donc c'est important de goûter à l'avance. J'aurai d'ailleurs une dégustation le 8 et le 9 décembre à New York où on va tester les vins de la tournée du mois de janvier. Alors, 3 tournées par année, pourquoi? La première au mois de septembre, normalement, parce que c'est la rentrée, c'est important, c'est la tournée qui se fait avant pour les commandes de Noël. Ensuite, il y en a une en janvier, puisque c'est le meilleur moment pour rencontrer les acheteurs. Ils ont fini leur grosse saison, donc les acheteurs sont prêts à venir nous rencontrer. Et puis, la tournée du mois de juin, où cette fois, au mois de juin, nous allons nous déplacer avec nos meilleurs acheteurs qui travaillent avec nous depuis des années, et nous allons nous rendre en Europe. 48 villes, comme je vous l'ai dit. Pourquoi? Parce qu'il faut vraiment sillonner les États-Unis, le Mexique et le Canada de partout, aller à leur rencontre. Et 200 acheteurs, c'est en moyenne le nombre d'acheteurs que nous rencontrons sur une tournée. Alors vous allez dire, mais Pascal, 200 acheteurs, c'est pas beaucoup. En fait, c'est parce que tout est trié sur le volet. On ne prend que des importateurs, des distributeurs ou des acheteurs des grandes chaînes de magasins. Donc on ne peut pas les inventer. Moi, les amateurs de vin qui viennent, je ne peux pas les accepter, quoi. La PVSA, ce n'est pas un centre d'interprétation du vin, c'est un endroit où l'on vend du vin. Alors, c'est sûr que ça me pose quelques soucis parfois à la porte, puisque je suis obligé de mettre du monde dehors. Mais je ne peux pas accepter des gens qui ne sont pas de vrais acheteurs, parce que sinon, ils nous polluent la salle. Donc, 3 tournées par année, 48 villes, 200 acheteurs. Pourquoi ces 200 acheteurs? Parce qu'ils veulent compléter leur portfolio, ils cherchent des produits qui vont compléter le portfolio. Attention, là j'ai beaucoup d'acheteurs, par exemple, à qui je vendais du Sancerre auparavant, mais qui vont me redemander du Sancerre, parce que les gars ont peur, ils savent que vous avez eu des grosses maladies en France, vous avez eu du gel, vous avez tout eu, quoi. Donc, j'ai beaucoup de fournisseurs qui font affaire avec des adhérents de l'association et qui me demandent un plan B. Vous devez le savoir, actuellement, on commande déjà des rosés qui n'ont même pas été produits. Mais les gars sont vraiment au taquet pour commander ces produits-là. Sinon, ils savent qu'ils ne vont pas les avoir quand le moment va venir. Donc, vous devriez profiter de cette situation. Comme on dit, le malheur des uns fait parfois le bonheur des autres. Mais là, comme vous avez moins de vin à vendre, surtout dans les vins blancs, vous allez pouvoir prospecter en expliquant que vos volumes sont minimes et puis c'est une chance de faire affaire avec vous, quoi. Voilà l'avantage dans ce malheur. Là, comme vous le voyez, ce sont les tournées de dégustation que je vous ai expliquées. La photo de droite, c'est Miami. À gauche, c'est Atlanta. Vous voyez un petit peu comment ça se déroule. Très simplement, en 1 heure, on installe les bacs que vous voyez sur les tables avec les glaçons. On met les vins au frais et à midi pile, les acheteurs arrivent. Alors, nos dégustations finissent vers les 17 heures, mais je peux vous dire que le gros de la dégustation se passe entre midi et 15 heures.
D'ailleurs, c'est là que je vais installer ma caméra au-dessus de la table. Vous pourrez vous brancher donc à 18 heures heure française et vous allez voir tout ce qui se passe à ma table. Et croyez-moi, il va y avoir de l'action. Parce que les acheteurs, je les connais tous. Et cette fois, à cause et grâce à la Covid, je me suis transformé en vendeur. Donc, avant, je mettais vraiment les vignerons en premier et puis moi en dernier. Cette fois, je serai au même stade que les autres vignerons puisque la caméra est au-dessus de la table. Voilà, ça vous donne une idée. Maintenant, nous allons passer à la partie 2 de cette formation. Nous allons rentrer dans le vif du sujet et je vais vous expliquer les deux marchés essentiellement, voire même le troisième, si Odile peut nous parler un petit peu plus tard, du Mexique. Alors, ce qui se passe, c'est que les USA, pour ceux qui ne le savent pas, c'est la loi du 3 tiers, qui date de la prohibition. Donc, on vous a écrit complexité, FDA, étiquette, loi, etc. FDA, c'est le Full Drug Administration. Vous êtes obligé d'avoir un numéro de la FDA pour pouvoir envoyer une commande ou même des échantillons. Se procurer un numéro de la FDA, c'est relativement simple. Vous avez ça sur votre ordinateur. Faites attention à toutes les escroqueries qui existent. En tapant FDA, on va vous proposer des trucs à 500 $, 800 $. C'est gratuit, un numéro de FDA. Donc, au pire, vous allez appeler le transporteur pour 50 ou 100 euros, il va vous le faire, ce qui est son temps de travail, mais ça s'arrête là. Il y a aussi toutes les étiquettes. Donc, pour chaque État, les étiquettes sont parfois différentes. Il y a des lois qui sont différentes dans chaque État. Et c'est ce qu'on va voir durant cette petite formation. Alors, les changements depuis la pandémie, il y en a eu. Il y en a eu beaucoup. Notamment sur la communication sur les réseaux sociaux. Tout le monde s'est mis à communiquer sur les réseaux sociaux puisqu'il y avait que ça à faire. Même les représentants, pendant longtemps, étaient interdits dans les boutiques de vin. Ils ne pouvaient pas rentrer. Donc, il fallait bien trouver un moyen pour communiquer avec les acheteurs. Il y a eu ce malheur-là, mais il y a eu aussi un grand bonheur, c'est l'augmentation des ventes. Plusieurs d'entre vous, j'ai vu les noms des gens qui sont inscrits, ont participé à des dégustations à la PVSA, ont décroché des marchés, vendent leur vin à la SAQ, et bon, c'est quand même 40% plus de ventes cette année. Pour tous les vignerons qui avaient des produits qui étaient installés, vous êtes contents, ça je le sais, puisque ça a consommé beaucoup. D'ailleurs, c'est écrit dans les journaux, ça ne vient pas de moi, mais il paraît que le Québec a sauvé la France au niveau des commandes des vignerons. Beaucoup plus de vins se sont vendus. On parle de 40%. Pourquoi? Eh bien parce que les gens restaient à la maison, recevaient un chèque pour rester à la maison de 2000 $. Certains d'ailleurs ont décidé de rester à la maison puisque le chèque était plus élevé que leur salaire. Mais ça pose un petit problème. Je pense que vous avez le même en Europe. Et puis, on a pu faire découvrir aux gens de nouveaux produits puisqu'à un moment, il ne restait plus les vins qu'ils recherchaient. Donc, on leur disait, si tu veux, tu peux goûter ça, tu peux goûter ça. Les gens avaient le temps de goûter, ils avaient les budgets. Donc, ça s'est vraiment amélioré. Ça a été l'occasion de faire connaître de nouveaux vins. Le rôle a changé aussi pour chacun. Ça, c'était important sur l'acétate d'avant. C'est-à-dire que les importateurs sont aussi distributeurs. Beaucoup d'importateurs sont devenus distributeurs. Et certains sont même importateurs, distributeurs et détaillants. Je pense notamment aux compagnies de vin online qui, eux, font tout le processus. On travaille avec ces gens-là depuis des années et pendant la Covid, ça a été fou. J'ai vu des commandes, je vous le dis, alors c'est sûr que c'est des appellations qui sont connues, mais j'ai vu par exemple Librairie nous passer commande de 70 000 bouteilles de Sancerre qu'ils ne les avaient même pas goûtées. J'ai vu les Châteauneuf du Pape, c'est moi qui les avais présentés, qui ont été commandés sans même être goûtés. On a vendu, c'est moi-même qui les ai vendus, les Chablis, puisque le vigneron avait eu un petit souci, je l'ai présenté, et j'ai vendu des Chablis à 10 € la bouteille, sans même que les acheteurs les aient goûtés. Donc, on a vu des achats limite impulsifs parce que les gens avaient de réels besoins, puis en plus, avec ce problème de conteneur, ça n'a pas été évident. D'ailleurs, j'ai vu un de nos participants qui a eu une idée brillante, qui a envoyé du vin dans son bateau. Donc, j'ai présenté le vin déjà à plusieurs de mes acheteurs en leur disant bye bye le problème des conteneurs. Nous avons des vignerons brillants qui ont chargé leurs voiliers, qui sont arrivés à New York avec
20 palettes dans les cales du bateau. Eh bien ça, c'est intelligent et ça permet de vendre du vin à des gens qui sont un peu assoiffés. Parce qu'avec ce problème de conteneurs, on a même dû envoyer du vin par avion. Je pense à la Coupe du Monde qu'il y a eu il n'y a pas très longtemps à New York. Les gens, les Français voulaient des côtes de Provence. On a mis des magnums dans l'avion, quoi, au prix que ça coûte. Mais il n'y avait pas le choix, sinon ils perdaient les contrats. Donc, la photo d'après, on voit un petit peu comment ça marche. L'importateur fait ses sous, le distributeur fait ses sous et il le revend au détaillant qui fait ses sous et ensuite le restaurateur qui lui aussi fait ses sous. Voilà pourquoi le vin est vendu un petit peu cher, surtout lorsque vous vous déplacez, que vous arrivez d'Europe. Vous dites, oh là, il est cher ce vin. C'est normal parce que tout le monde se sert au passage. Voilà la loi des 3/3. Maintenant, important, si on peut revenir sur la loi des 3/3, beaucoup de restaurateurs aiment faire affaire avec des importateurs qui sont aussi distributeurs, parce qu'ils se disent que l'importateur va faire sauter la marge du distributeur ou la marge de l'importateur, ce qui permet d'avoir un vin qui est plus compétitif. Et ou ce qui permet aussi au restaurateur de faire encore plus d'argent. Il ne le dit à personne et puis il vend le vin comme les compétiteurs restaurateurs, sauf que comme il a acheté un importateur qui fait aussi distributeur, eh bien, il gagne encore plus de sous. C'est l'Amérique. Maintenant, nous allons passer au Canada. Donc, on a parlé de l'Amérique, on va parler maintenant du Canada. Le Canada, vous le savez, c'est 13 provinces. Chaque province gère son propre marché via un monopole, sauf la Colombie-Britannique qui, elle, a des magasins privés et des magasins d'État, ce qui veut dire que votre vin peut se retrouver à un prix dans les magasins d'État et à un autre prix dans des magasins privés. Donc, attention à ça. L'Alberta aussi, l'Alberta qui est l'équivalent, je dirais, c'est le Texas des Canadiens, puisque c'est là-bas qu'on trouve du pétrole. Là, carrément, le monopole ne s'occupe plus de la distribution des vins. Le monopole ne fait que taxer les vins et les gens ont pu s'installer sous forme de boutiques privées. Donc c'est bien pour vous, mais c'est pas forcément bien pour les agents qui me disent Pascal, nous on préférait à la bonne vieille époque où il y avait un monopole parce que lorsqu'il y a un monopole, vous n'avez qu'un seul intervenant. Vous avez un seul chèque, vous êtes sûr d'être payé, vous ne courez pas après vos sous. Donc tous les vignerons qui sont rentrés avec la PVSA dans les monopoles sont bien contents d'y rester, quoi qu'on puisse en dire. Donc si on regarde le monopole de la SAQ, comment que ça fonctionne? Ça fonctionne par appel d'offres. Vous avez un marché qui s'appelle le marché des spécialités, donc c'est 10 000 bouteilles et moins. Vous avez le marché régulier, donc c'est 5 000 caisses, mais là encore, il faut faire attention parce que 5 000 caisses, il faut les vendre, et si vous ne les vendez pas, vous avez des amendes. Et vous devez dépenser plein d'argent en publicité, et du coup, comme on dit ici, vous allez changer 4,25 sous pour $1. Donc, moi, je ne vous encourage pas à tout de suite rentrer en régulier. Vous êtes mieux d'apprendre à marcher avant de courir. Pourquoi pas? Faites des importations privées au début. Si ça marche bien dans les importations privées, rassurez-vous, la SAQ va s'en rendre compte et va venir vous chercher pour vous dire hey, ça t'intéresse-tu de vendre tes bouteilles dans nos magasins? Et je peux vous dire une fois de plus que plusieurs de nos adhérents refusent de travailler avec les boutiques de la SAQ et préfèrent vendre leur vin en importation privée. Donc moi, je vous recommande commencer en privé parce que un vaut mieux que deux, tu l'auras. Ensuite, vous allez peut-être rentrer dans les magasins en spécialité. Et puis, si tout va bien, vous allez rentrer en régulier. Je connais plusieurs adhérents qui sont rentrés en régulier du jour au lendemain. Je peux vous dire que ce n'est pas simple. Il y a beaucoup de mauvaises surprises. Donc, soyez vigilants. Ensuite, le marché de la LCBO, qui est un gros marché aussi. Là, on fait des importations privées, mais attention, ça s'appelle consignment. Ça veut dire quoi le consignment? Ça veut dire que vous allez être payé à la dernière caisse vendue. Donc, ce n'est pas forcément intéressant de leur envoyer beaucoup de vin parce que vous allez attendre longtemps. Il vaut mieux faire des petites quantités. Et ça, c'est intéressant. Et puis, sinon, vous avez le vintage. Mais là encore, beaucoup d'agents ne vous disent pas tout. Ils vous disent pas qu'il y a des analyses à payer. Alors, vous dites,
Vous voulez vendre votre vin, vous lui dites ouais, on peut pas acheter, on peut s'arranger pour pas lui faire peur. Et l'agent, il va pas tout vous dire non plus. Il va dire ok, on panache. Sauf que les analyses coûtent 250 $. Imaginez que vous envoyez votre première palette et que vous avez 5 produits différents. Eh bien, c'est 250 multiplié par 5. Là, vous avez mangé vos bas. Donc, il faut faire attention à ce genre d'affaires-là avant d'envoyer vos échanges, avant d'envoyer même vos produits. Renseignez-vous bien. Comme sur le coût du transport aussi, faites attention que vos prix soient les prix départ du chez et non pas départ du port. Je connais plusieurs adhérents qui m'ont appelé un peu trop tard, qui m'ont dit Pascal, je vais bouffer mes profits parce que je n'avais pas vu que le vin, il était à ce tarif-là au départ du port et non pas du chez. La Colombie-Britannique, donc comme je vous l'avais dit, a ses propres magasins aussi. Là encore, soyez vigilants avec la Colombie-Britannique. Les paiements sont assurés par l'agent et non pas par le monopole. Même histoire avec le liquor board. Donc la problème, d'accord, je vais accélérer un petit peu, qu'on me dit. Donc pour régler cette problématique-là, ce que je vous recommande, c'est qu'on se parle individuellement après, et puis je vous ferai du sur-mesure. Maintenant, les problèmes de la pandémie. Avant le salon, vous avez vu, on vendait tous de façon, avant le salon, avant la pandémie, on vendait tous de façon classique, avec des rendez-vous, de la prospection téléphonique, des dégustations, et puis, bon an, mal an, on y arrivait comme ça. Là, les problèmes sont arrivés avec la Covid. Il a fallu qu'on s'adapte, donc accélération du processus des ventes en ligne. Tous les gens qui vendaient en ligne ont fait fortune, et puis tous les autres se sont lancés dans ce processus que je recommande. Les importations privées aussi ont bien fonctionné, malgré que les restaurateurs ne commandaient plus de vin, eh bien les particuliers en ont commandé. J'ai moi-même aidé de nombreux agents et puis de nombreux vignerons sur des livraisons, sur des commandes pour que tout se passe bien. Donc ça a bien fonctionné. Comme je vous l'avais dit, on a augmenté les ventes d'alcool et puis la consommation s'est quand même pas mal déplacée. Prenons par exemple l'île de Manhattan. Lorsqu'on était au cœur de la Covid, ce qui s'est passé, c'est que tous les gens fortunés sont allés dans leur chalet. Ils ont vidé l'île de Manhattan, ils sont allés dans leur chalet dans le Maine, et là, la consommation de grands vins de Bourgogne, de grands vins de Bordeaux a explosé. Les boutiques commençaient à vendre du vin le matin à 9 h, elles ouvraient, alors qu'avant, elles ouvraient à 11 h. Donc là, c'était explosif puisque des gens fortunés se sont retrouvés dans ces zones. Donc les zones d'achalandage ont vraiment changé. Ce qui a donné beaucoup d'opportunités aux importateurs pour agrandir leur territoire. Je connais beaucoup d'importateurs de New York qui ont vendu et qui se sont installés à Miami, qui sont allés vendre en Californie, partout où il faisait beau, où on pouvait consommer du vin à l'extérieur en terrasse, parce que nombreux c'était les restaurants qui étaient fermés. On a lancé aussi beaucoup de nouveaux produits, puisqu'à un moment, il nous manquait les produits habituels. Il a fallu lancer des nouveaux produits, les nouveaux emballages, même les vins dans des petites boîtes de conserve comme Coca-Cola, ces petites boîtes-là, ces formats, tous les formats sont sortis. Et puis, on s'est lancé dans le virtuel. Alors, le virtuel, l'avantage, c'est qu'on dépensait moins d'argent pour aller rencontrer des prospects, mais l'inconvénient, c'est que c'était froid, on ne pouvait pas leur faire goûter le vin en direct, c'était compliqué, il fallait comprendre le maniement de l'informatique, etc. Donc il y a eu quand même beaucoup d'inconvénients, mais aussi des avantages qui nous ont permis, à moindre frais, de faire de la prospection et de mettre la main sur de nouveaux clients qui, dans les celliers, étaient vides. Quoi. Il y avait des gars qui avaient des entrepôts qui étaient vides. Donc, il a fallu remplir ça. Et je pense que les événements spécifiques que nous avons organisés ont aidé pas mal de vignerons. Ne serait-ce qu'hier, j'ai vu le domaine de la Reine qui m'a appelé, qui m'a dit Pascal, on a un gars qui nous prend 15 000 bouteilles là. Bon, très bien. Voilà. Donc, comme je vous le disais au début, le malheur des uns fait le bonheur des autres. Pour finir sur cette page-là, la problématique donc, de cette pandémie, c'est qu'on peut au moins se déplacer, mais les solutions qu'on a à apporter et qu'on vous propose sont vraiment de revoir tous nos clients, tous nos acheteurs, et lorsque vous ne pouvez pas vous déplacer, en direct, je vous mets en communication avec eux. Et maintenant, nous allons parler des aspects légaux du contrat.
je vais donner la parole à Maître Audrey-Anne Houle qui va nous parler des contrats au Québec et puis ensuite, je continuerai sur les contrats aux États-Unis. Maître Houle, c'est à vous. Bonjour Pascal, est-ce que vous m'entendez bien? Super bien. Parfait. Donc, bonjour à tous. Je suis très heureuse d'être ici aujourd'hui. Donc, comme Pascal l'a mentionné, je suis avocate au Québec. Donc, aujourd'hui, je vais vous parler en fait des contrats d'agence, donc des contrats avec lesquels vous êtes vraiment en relation. Donc, premièrement, un contrat d'agence, c'est un contrat qui est entre un fournisseur et un agent. Cet agent-là peut être soit une personne ou une entreprise. Donc, qu'est-ce que ça fait un agent? J'imagine que vous le savez quand même un peu, mais dans le fond, ça va représenter le fournisseur sur le marché québécois, puis ça va faire tout ce qui va être d'ordre promotionnel, tout ce qui est la publicité, la commercialisation des produits, etc. Donc, premier conseil à vous donner avant de signer un contrat, c'est de savoir avec qui on fait affaire. C'est super important de s'informer sur l'agence, sur l'autre partie, parce qu'on ne veut pas s'engager avec n'importe qui. Donc, c'est important de faire une vérification diligente. Vous pouvez demander l'aide de la PVSA, vous pouvez faire vos recherches sur Internet. N'hésitez pas vraiment à leur poser des questions, à savoir c'est quoi les services qui sont offerts, c'est quoi l'expérience qu'ils ont. Demandez-leur, ils ont combien de vendeurs, ils ont combien de représentants, quelle est leur politique d'échantillonnage. Soyez vraiment pas gênés de demander toutes les questions pertinentes. Donc, ensuite, on peut classer en fait le contrat d'agence dans l'univers des contrats de service qu'on appelle. Ça, c'est une grande catégorie de contrats. Puis, leur particularité, en fait, c'est que c'est possible pour vous de le résilier en tout temps. Donc, une partie, comme vous, en tant que vigneron, vous pouvez décider du jour au lendemain de mettre fin au contrat. Par contre, vous allez sûrement le remarquer, mais en droit, il y a souvent des principes généraux et des exceptions. Alors, dans le contrat, c'est toujours possible de prévoir une exception, puis ça s'appelle une clause de renonciation. Puis en fait, ça, c'est une clause dans laquelle vous renoncez au droit de pouvoir mettre fin au contrat en tout temps. Donc, ça, c'est une manière de renoncer à cette généralité-là. Sinon, vous pouvez toujours aussi prévoir des clauses particulières. Je vais vous donner un exemple. Par exemple, si vous dites que vous voulez que l'agent vende, par exemple, 1000 bouteilles par mois et que l'agent ne réussit pas à vendre ces 1000 bouteilles-là, eh bien, le contrat sera automatiquement résilié. Donc, ici, ça serait une résiliation qui serait basée sur la performance de l'agent, mais encore là, c'est seulement un exemple parmi tant d'autres de cas de résiliation automatique que vous pouvez mettre. Donc, maintenant, je vais vous parler de quelques clauses juridiques qui sont super importantes à regarder avant de signer votre contrat parce que ça pourrait avoir un impact sur votre vignoble à très long terme. Donc, premièrement, c'est important de voir si vous voulez que l'agent ou l'agence puisse vous représenter. Puis, qu'est-ce que je veux dire par la représentation? C'est est-ce que l'agent peut vous lier? Est-ce qu'il peut signer en votre nom? Est-ce qu'il va pouvoir poser des gestes qui vont vous engager en tant que vignoble, vigneron, fournisseur? Donc, ça, c'est important de regarder cet aspect-là puis voir si c'est quelque chose qui vous intéresse ou pas du tout. Ensuite, dans le contrat, c'est là qu'on va parler du paiement de l'agent. Lui, bien sûr, il va réclamer ses frais de service. Et puis, c'est là que vous allez pouvoir déterminer la commission qui va être soit entre 10 et 20 comme Pascal l'a dit, pour le travail de publicité et de promotion qu'il va avoir fait. Vous allez aussi pouvoir mettre les termes du paiement. Donc, ça va être dans ce contrat-là. Ensuite, un autre aspect qui peut être abordé, une clause qui peut être ajoutée, en fait, c'est la durée. Donc, vous pouvez déterminer que le contrat aura une durée, par exemple, de 2 ans. Puis, qu'est-ce qui est intéressant avec ces clauses-là, c'est que vous pouvez joindre une clause de pénalité. Ce que je veux dire par là, c'est que si, par exemple, vous mettez une durée de 2 ans et que l'agent veut terminer le contrat avant ces 2 années-là, eh bien, il va falloir qu'il paye une pénalité, par exemple, de 50 par jour. Donc, vous voyez que c'est quelque chose qui peut s'accumuler très rapidement. Donc, l'agent ou vous avez intérêt à respecter la durée.
Donc ça, c'est des clauses qui peuvent être ajoutées dans vos contrats d'agence. Sinon, très, très, très important, faites attention aux clauses qui parlent de la cession de marque de commerce. Donc ça, ce que ça veut dire, c'est qu'il y a des agents qui mettent une clause qui stipule, dans le fond, qu'une fois que le contrat sera signé, toute votre marque de commerce va lui appartenir à lui en tant qu'agent maintenant. Donc, ça ne sera pas à vous. Donc, tout le travail que vous avez fait côté logo, étiquette, vos produits, eh bien, vous allez perdre tous vos droits sur ces marques de commerce-là. Donc, faites vraiment attention de bien lire le contrat et de vous assurer que ce n'est pas le cas. Ensuite, autre aspect intéressant, c'est la territorialité du contrat parce que, comme Pascal en a parlé, il y a différents systèmes selon les provinces. Puis c'est bon de limiter le contrat. Par exemple, si vous voulez que ça soit seulement au Québec, assurez-vous que c'est vraiment écrit et que c'est limité seulement à la province du Québec. Puis pour terminer, ça peut paraître banal ce que je veux dire, mais c'est super intéressant, en fait important de signer les contrats. Parce que un contrat qui n'est pas signé n'a pas de valeur. Donc, important de signer le contrat et que chacune des parties obtienne une copie du contrat. Donc, voilà les petits conseils et astuces que j'avais à vous donner côté contrat au Québec. Merci beaucoup, Maître Houle. Très Plaisir. intéressant. Surtout le coût du 50 $ par jour. J'aime bien. Ouais, ça monte assez vite des pénalités par jour, là. C'est un peu le même système que nous avons ici dans la construction. Lorsque la Mhm. construction est en retard, les gens ont des pénalités et puis ils se dépêchent, quoi, hein. C'est bien, Ouais, exactement. très très bien. Je pense que là, vous nous avez donné de bons conseils. Merci Merci beaucoup, Maître. beaucoup. Alors, nous allons continuer donc sur le côté juridique aussi, mais cette fois aux États-Unis. Alors, ce qui se passe aux États-Unis, c'est que je suis sûr que ça vous est déjà arrivé. Vous avez un prospect qui vous dit j'ai goûté le vin, c'est super, c'est c'est incroyable. Oh, vous pouvez couper votre micro, Monsieur Gouraud. Voilà. Donc, ce qu'il faut faire, c'est que lorsque vous rencontrez un importateur américain qui vous fait rêver en couleur, qui vous dit qu'il va vous commander plein de vins et puis qui à l'arrivée vous commande une palette dans l'année, il faut faire attention aux exclusivités. Premièrement, vous ne donnez pas une exclusivité comme ça. Il y a des volumes que vous devez mettre en face, comme vous l'a expliqué Maître Houle, mais il y a plein de choses que vous ne devez pas forcément savoir, j'imagine, et c'est un petit peu l'intérêt parfois qu'on se parle avant que vous vendiez votre vin. C'est que si par exemple vous envoyez votre étiquette parce que l'importateur vous dit bah, tiens, envoie-moi ton étiquette, je vais la faire approuver, par la même occasion, sans vous le dire, de façon implicite, en approuvant l'étiquette, il devient propriétaire de la marque. Alors, j'ai eu ces problèmes dans plusieurs États où ça a été tendu parce que celui qui enregistre la marque, à un moment, quand on veut la récupérer parce qu'il n'a pas vendu assez de bouteilles, les relations ne sont pas toujours très cordiales et c'est compliqué de récupérer la marque. Donc, attention, lorsque vous envoyez des étiquettes, lorsque vous envoyez des bouteilles ou des contrats, assurez-vous bien qu'il ne va pas l'enregistrer, que la marque, vous en êtes bien propriétaire. Ça nous est, vous savez que sur 300 adhérents, là, ça m'arrivait à plusieurs adhérents et il faut être vraiment vigilant parce que les Américains, ils vous attendent au virage. Donc attention à ce genre de petits problèmes-là. Tiens, j'ai un autre exemple. Récemment, on avait présenté les liqueurs de monsieur, les liqueurs Jacquiot, pardon. Jacquiot, c'était le nom du village. Donc, il prend cette marque-là, le monsieur. On présente ses liqueurs, qui étaient des crèmes de cassis, très très bonnes, de très bonnes crèmes de cassis. Donc, il a tout de suite eu des commandes. Malheureusement pour lui, il y avait quelqu'un aux États-Unis qui fait des crèmes de cassis comme lui d'une qualité nettement inférieure à celle de Jacquiot. Sauf que c'est un Américain et il s'appelle Jacquin. Donc Jacquin est allé prouver qu'il y avait les mêmes lettres dans Jacquiot que dans Jacquin. Donc ça prêtait à confusion. Eh bien, le malheureux producteur de Jacquiot, de ce village de Jacquiot, a dû changer le nom de son entreprise, ses papiers en tête, ses étiquettes, etc. Donc, il faut faire attention lorsqu'on sort une marque. J'ai aussi beaucoup d'adhérents qui viennent avec moi parce que leur cousin, il est sur le marché. Sauf que le nouvel adhérent qui arrive, il a le même nom que le cousin.
Donc des fois, c'est un petit peu mêlant pour le consommateur et parfois, il ne me le dit pas. Donc, les solutions que je peux vous proposer à ces problématiques-là, c'est qu'avant d'envoyer une étiquette, avant d'envoyer une bouteille, vous vérifiez, ou vous me lâchez un petit coup de fil et je vérifie pour vous. Il ne s'agit pas d'investir du temps et de l'argent dans une marque où vous allez vous faire poursuivre par un avocat au bout d'un mois. Donc, consultez soit Maître Houle ou vous pouvez me consulter aussi. Voilà pour tout ce qui est engagement. Et encore une fois, faites attention, donnez une exclusivité sur un volume. Et je pense que le conseil de Maître Houle pour les 50 $ par jour, c'est pas mal parce que ça va lui faire un petit peu peur. Il va voir qu'il n'a pas à faire un idiot. On va passer à la prochaine. Donc, maintenant, abordons les techniques de vente. Vous êtes comme moi, vous téléphonez aux acheteurs, vous tombez sur des répondeurs, parce qu'ici, personne ne répond au téléphone, surtout lorsque l'acheteur voit sur son afficheur que c'est un numéro d'Europe, il se dit, oh là 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 là, ça va me prendre une demi-heure de parler à ce vigneron, et pendant ce temps, je ne vends pas de vin. Donc, attention, vous devez bien connaître votre interlocuteur avant de le prospecter. C'est quoi le connaître? Eh bien, c'est connaître déjà son portfolio, c'est-à-dire la liste des producteurs avec lesquels il travaille. Si vous voyez sur son portfolio qu'il a déjà 2 Côtes-du-Rhône, c'est peut-être pas nécessaire, et que vous faites du Côte-du-Rhône vous aussi, c'est peut-être pas nécessaire de lui en proposer. C'est important aussi d'avoir une offre, donc une offre d'accompagnement commercial. Restons sur le Côte-du-Rhône, par exemple. Votre Côte-du-Rhône, là, si vous lui dites, voilà, mon Côte-du-Rhône, il a 3,50 € et c'est tout, vous avez peu de chances de réussir. Il faut qu'il y ait une offre commerciale qui accompagne le produit. Et ça, les offres commerciales, moi, je les monte avec les vignerons pour que, comme je connais l'acheteur, je sais ce que l'acheteur il veut entendre. Alors que ce soit dans les conditions de paiement, que ce soit dans les conditions de livraison, que ce soit sur les ristournes, que ce soit dans la publicité sur les lieux de vente, les visites qu'il faut faire. Moi, je sais exactement ce que l'acheteur veut entendre. Et c'est important de le rassurer, l'acheteur. Si vous arrivez juste avec votre bouteille, vous avez zéro chance. À moins que Wine Spectator vous ait donné 99. Mais à mon avis, vous ne serez pas là. Puisque tout le monde va vous courir après. Et dites-vous que souvent, il y a un problème. J'ai remarqué quand le vigneron parle, il parle de ce qu'il veut bien parler à l'acheteur, mais l'acheteur, c'est pas ça qu'il veut entendre. Alors des fois, le vigneron va s'éterniser sur son terroir. Il va lui parler de vin de terroir. L'Américain, lui, il est content avec son vin de terroir, mais ce qu'il veut, lui, c'est un vin de tiroir-caisse. Il veut remplir son tiroir-caisse, l'Américain. Il est là pour faire des dollars. Donc attention, lorsque vous parlez de terroir, pensez aussi au tiroir-caisse. Facile. Il faut aussi le séduire, cet importateur. Comment le séduire? Comment s'y prendre pour séduire un importateur? Encore une fois, il faut savoir qu'est-ce qu'il veut entendre. Et là, moi, je les connais, ces acheteurs, puisqu'au bout de 20 ans, on est devenus collègues, on est devenus amis. Il y a des choses à dire et ne pas dire. Donc, vous n'aurez qu'une seule chance de faire qu'on ait une bonne opinion de vous. Alors, avant de vous lancer dans la prospection, préparez-vous et ayez vraiment un argumentaire de près. D'autant plus que, comme je vous le disais, personne ne répond au téléphone. C'est pour ça qu'on fait des salons. Nous, lorsqu'on fait des salons, on appelle les acheteurs et on lui dit: Hey Joe, on s'en vient dans ta ville. On t'appelle pas là pour te vendre du Côte-du-Rhône. On veut juste te dire que on s'en vient dans ta ville. Donc, comme on est là, on peut peut-être se rencontrer. Mais là, il va vous dire: Ouais, mais ton Côte-du-Rhône, je m'en fous, tout, j'en ai 4. C'est pas grave. Il y a aussi des gars qui font du Bordeaux, il y a des gars qui font du Champagne, il y a des Espagnols, il y a des Italiens. Donc viens et puis tu verras bien. Donc ce qui est important, c'est de le rassurer avec l'accompagnement commercial du produit et surtout de bien connaître ses attentes. Souvent, les vignerons ne prennent pas trop le temps de connaître les attentes de l'acheteur. Et comme maintenant, c'est encore plus compliqué qu'avant de leur parler ou de les rencontrer à cause de cette Covid, moi, je vous invite à bien préparer votre appel téléphonique. D'autant plus que vous allez devoir lui laisser un message et puis lui écrire derrière. C'est ce qu'on fait, nous. On communique avec les acheteurs, on leur écrit derrière et on les rencontre. Mais ça, c'est un travail de 20 ans, quoi. Voyez-vous, les premières dégustations qu'on a organisées, c'était pénible, quoi. Hein. Ça a pris longtemps avant que les acheteurs se présentent. C'est pas du jour au lendemain, parce que vous décidez d'aller en Amérique,
que le gars, il va venir vous voir. Nous, les gars, ils viennent nous voir. Pourquoi? Parce qu'on leur a fait tester les produits avant. Donc, ils savent très bien que Pascal Fernand, il propose des produits qui répondent au palais des Américains, avec des prix qui répondent aussi. Là, c'est important, le calcul des prix. Restons sur le Côte-du-Rhône. Là, vous vous dites, ouais, moi, mon Côte-du-Rhône, j'en veux 4 euros. Mais attention, si vous en voulez 4 euros, mais que vous voyez que tous les concurrents le vendent 20 dollars, et que en faisant le calcul, vous ne finissez pas à 20 dollars, ça va mal aller. Donc attention, travaillez à l'inverse des fois. On me fait signe d'accélérer, donc j'accélère. Le marketing du vin. Le marketing du vin, c'est quoi? Eh bien, comme on voit sur une bouteille, quand on est chez le marchand et puis qu'on veut acheter une bouteille, on ne peut pas ouvrir la bouteille, le goûter et se dire c'est bon ou c'est pas bon. Donc tout est sur la bouteille. Et vous savez que les achats de vin se font essentiellement par des dames. Donc, pour convaincre les dames d'acheter votre bouteille, eh bien, ce que je recommande, une récompense, comme c'est écrit en haut à gauche, essayez d'avoir des récompenses nord-américaines ou canadiennes. C'est pour ça qu'on fait tester tous les vins à l'avance et qu'on remet une récompense au producteur. Comme ça, on sait très bien s'il a au-dessus de 88 que le produit va plaire. Et ça, on le donne à l'acheteur, on lui dit. Ce qui est important aussi, donc, c'est l'appellation, qu'on voie les cépages et qu'on voie le prix. Car la dame, lorsqu'elle achète le vin qu'elle ne le connaît pas, qu'est-ce qu'elle va regarder? Le prix, la médaille et l'étiquette. Encore une fois, sur les étiquettes, j'ai beaucoup de conseils à vous donner, mais je vois bien qu'en ce moment, les animaux domestiques fonctionnent bien. D'ailleurs, vous avez vu, depuis qu'il y a la Covid, tout le monde a un chien chez soi. Donc, si vous mettez un animal domestique sur l'étiquette, vous allez voir que les gens vont apprécier le produit par très bien. N'oubliez pas non plus de faire votre site en anglais. Vous êtes trop nombreux, les vignerons français, à ne pas traduire votre site. Vous dites, bah, c'est Bordeaux, il va comprendre. Hein. Ben non, ils ne comprennent pas tout le temps. Il faut vraiment leur mâcher un petit peu le tout. Et je peux vous dire que à deux produits similaires, s'il y en a un qui a un site en anglais et l'autre qui a un site en français, posez la question, c'est y répondre, vous savez vers qui ira l'acheteur. Donc on n'oublie pas des récompenses, un prix, une étiquette et un accompagnement commercial. Maintenant, on va parler du marketing mix. C'est très important que vous puissiez maîtriser le marketing mix. Ce n'est pas très compliqué à comprendre. Donc, vous avez le produit. Qu'est-ce qui va vous différencier de la concurrence? Car souvent, les vins peuvent être similaires. C'est le vin de votre voisin vend le même vin que vous. Donc, il faut vous différencier. Comment vous allez vous différencier? Ça, je vais vous l'expliquer plus tard, mais que ce soit dans le prix, dans le mode, il y a le mode de culture, sauf que là maintenant vous êtes tous rendus bio. Donc comment vous allez vous différencier? Il va falloir trouver autre chose encore. Vous avez les vins qui sont cochers, vous avez les étiquettes, vous avez beaucoup de choses pour vous différencier et c'est très important. La place, ça veut dire où va être vendu votre vin. Une fois que vous êtes fait différencier, le vin, vous allez le vendre où? Vous allez le vendre en ligne ou vous allez le vendre dans les magasins? C'est différent. Si vous vendez votre vin dans les magasins, les caisses, il faut qu'elles soient belles, qu'on voie bien le nom de votre domaine, puisqu'on peut utiliser les caisses comme marketing, on peut les mettre à l'avant du magasin, à l'avant du produit. Si vous les vendez en ligne, ce n'est pas important qu'on voie le nom, donc d'investir dans les caisses. Ça, c'est très important. Le prix aussi, comme je vous le disais, attention, ce n'est pas parce que vous voulez 4 euros pour votre bouteille que ça va fonctionner. Si le vin se vend 20 dollars à l'arrivée, il faut savoir quel est le prix de départ, et ça, on peut le voir ensemble. Vous pouvez me consulter, je vous dirai, moi, quel est le prix auquel doit partir votre vin pour qu'il soit vendu au même prix que les concurrents. Et là, vous allez avoir des surprises. Ça ne se peut pas qu'ils vendent si peu cher, mais il faut faire attention là-dessus, parce que même si parfois, ce n'est pas trop cher, tout se fait sur les volumes. Alors, on a vu se distinguer avec son produit, le lieu où on va le vendre, le calcul du prix, et enfin, la promotion. La promotion, c'est quoi? C'est l'offre que vous allez faire, ce sont les ristournes que vous pouvez faire à l'importateur, ce sont les cadeaux que vous pouvez faire gagner aux consommateurs. C'est toute la publicité que vous allez faire sur les réseaux sociaux, puisqu'en ce moment, c'est très important. Donc, comment vous allez accompagner le produit sur les réseaux sociaux? Si vous faites de la publicité ou qu'on parle de vous sur les réseaux sociaux, lorsque la dame va passer devant votre bouteille, elle va faire
Et oui, je l'ai vu, ils en parlent, c'est intéressant, j'achète. Et puis le produit, elle le goûte, ça lui plaît, la prochaine fois, elle en commandera encore plus. Donc, vous devez maîtriser le marketing mix qu'on appelle les 4 P. Le produit, la différence qu'il y a avec votre voisin, où est-ce que vous allez le vendre, à quel prix vous allez le vendre et comment vous allez accompagner votre produit. Voilà les 4 P. Encore une fois, je peux vous aider à mettre au point les 4 P car je sais ce que les acheteurs veulent entendre. Maintenant, comme vous le savez, compliqué de vendre du vin s'il n'y a pas une petite histoire qui vient avec. Alors, je vous ai sélectionné 3 histoires de nos adhérents. La première, c'est celle du champagne Jacques Copin. Mathieu tourne régulièrement avec nous, il a beaucoup de succès avec son champagne, certainement pour la qualité, mais aussi l'accompagnement commercial qu'il apporte et aussi la fibre humaine qui se passe entre l'acheteur et le producteur. Donc vous avez 2 catégories dans le champagne, vous avez les grandes marques qui vendent énormément et en dessous vous avez les artisans. Là on parle d'un artisan. Jacques Copin, qu'est-ce qu'il a fait? Eh bien, pour se distinguer des grandes marques, il a mis sa famille. Donc on voit qu'on achète un champagne d'artisan qui est produit par une famille. Vous voyez bien, sur le haut du bouchon, on voit sa sœur, on voit Mathieu, on voit Madame Copin, on voit Monsieur Copin et on voit même le chien Copin. Donc on se dit c'est une famille qui fait ce champagne-là et c'est pas une grande marque. Et croyez-moi, il y a de la place pour les artisans la minute où je vous parle. Là, je vous donne un scoop, mais les ventes de champagne sont reparties de plus belle. Les grandes marques vont conserver leur prix, elles ne vont pas brader le champagne. Et du coup, il y a un petit soufflet pour les marques d'artisans en ce moment. Donc, voilà une image, une histoire à raconter. Passons maintenant à la deuxième histoire. Le domaine Perrault, donc on peut se procurer à la SAQ, un adhérent qui avait commencé avec nous il y a une quinzaine d'années. Là, Perrault, lui, eh bien, je ne sais pas si c'est sa famille, Perrault, mais en tout cas, ça doit être un de ses descendants, les fameux contes de Perrault. Eh bien, en racontant cette histoire à nos amis québécois, qui sont proches un petit peu de la culture française, il a mis les personnages de Perrault et ça s'est très bien vendu. Bon, important, il n'y a pas que l'histoire non plus, hein. Il faut que la qualité du vin soit là. Mais la qualité est là et vous voyez que le vin, le Macon, se vend à 19,70 $ avec une petite image des contes de Perrault. Et la dernière que vous n'avez pas là, mais que je vais vous raconter, c'est Forget-Brimont. Forget-Brimont, j'ai commencé avec eux il y a une quinzaine d'années aussi, c'est un champagne. Et bon, bah, c'était pas évident, hein. Il y avait une dizaine de champenois, il fallait sortir du lot. Ce qu'il a fait, c'est qu'il a donné à sa marque de champagne une cuvée qui s'appelle la cuvée Jean Talon. Jean Talon, c'est un des premiers conseillers de Louis XIV dans les années 1600 lorsqu'ils sont venus coloniser le Québec. Donc tout le monde connaît Jean Talon. Même celui qui n'est pas été à l'école ici connaît Jean Talon, puisque nous avons le métro Jean Talon, le boulevard Jean Talon, nous avons le marché Jean Talon, tout le monde connaît Jean Talon. Donc il a fait un étui. Dans l'étui, il a mis une petite feuille 8,5 par 11 comme ça, qu'il a roulé autour de la bouteille avec l'histoire de Jean Talon. Il a même poussé le vice à écrire Jean Talon sur des autobus de personnes âgées que j'ai vu descendre de l'autobus avec des marchettes. Et je lui ai dit, attends, c'est qui ces gens? Et il m'a répondu, ce sont les amis de Jean Talon, Pascal. Eh bien, 15 ans plus tard, l'histoire de Jean Talon a été oubliée parce que la SAQ a découvert la qualité du produit et aujourd'hui encore, le champagne se vend excessivement bien. C'est un rosé important. Sachez qu'à la SAQ, même si vous leur proposez toute une gamme de champagne ou de vin, bien souvent, ils n'en prennent qu'un seul. Je vois par exemple mon ami Schopfer d'Alsace, on ne vend que son Gewürztraminer. Là, pour Forget-Brimont, on ne vend que son rosé. Mais bon, ça se vend très bien et comme on dit au Québec, c'est toujours mieux qu'une claque sur la gueule, surtout avec les volumes qui passent. L'importance des réseaux. Les réseaux sociaux, surtout en ce moment, c'est ça qui fait que ça marche, quoi. Donc, vous devez avoir belle image, vous devez travailler vos images, vous devez tout faire dans les 2 langues, même au Québec. N'oubliez pas qu'on parle 2 langues au Québec. C'est dommage de passer à côté d'un marché anglophone. Et grâce à ça, vous allez pouvoir rehausser votre image et certainement rehausser
vos ventes. Donc, les réseaux sociaux, c'est très important. Je sais que c'est compliqué, même moi, là, au début, j'avais beaucoup de difficultés, je n'étais pas habitué à ça, puisque avant, tout se vendait tout seul. Mais là, maintenant, il faut vraiment se concentrer là-dessus, faire des publications régulières, mais des publications qui sont intéressantes, avec des images qui peuvent accrocher, plus d'images parfois que des textes, puisqu'on le sait, une image vaut 1000 mots. Voilà pour cette présentation. On a parcouru un petit peu toutes les techniques. Alors, c'est sûr que je ne peux pas tout vous dire, puisqu'il est déjà 1h moins le quart, mais on peut essayer, puis de toute façon, je ferai des entrevues privées avec chacun d'entre vous après. On peut essayer de faire un jeu de rôle si ça vous intéresse. Euh, donc, c'est quoi un jeu de rôle? C'est que quelqu'un me parle et puis m'explique un petit peu son vin, essaye de m'aborder. Moi, je peux faire l'acheteur et vous donner quelques objections. Donc, notez bien que l'acheteur, il est sollicité à fond les manettes, il en reçoit plein des appels, il en est fatigué, des échantillons, il en a plein son bureau, il pourrait rester toute sa vie dans son bureau et boire du vin gratuitement. Donc, il faut être vigilant et avoir une offre prête. Donc, je vous ai donné quelques consignes. Pour présenter votre vignoble, eh bien, il faut que vous puissiez dire tout de suite c'est quoi la production, parce qu'il va tout de suite vous juger. Si c'est 10 000 bouteilles par année et puis que le gars il vend à des supermarchés comme Club Price, c'est pas le bon profil. La présentation de votre domaine, mais ce que le domaine peut lui rapporter. J'ai du respect pour vos familles, mais que vous lui expliquez que votre arrière-grand-père a parti le domaine, il s'en fout un peu l'Américain. Lui, ce qu'il veut, comme je vous l'ai dit, c'est les vins de tiroir-caisse. Donc, c'est important d'avoir un argumentaire avec une offre commerciale qui est prête, que vous connaissez sur le bout des doigts, pour que lorsque l'acheteur va être en ligne avec vous, vous puissiez vraiment le séduire avec une offre qui répond à ses besoins. Et puis, les points forts, il faut vraiment que vous sortiez les points forts, et puis je peux vous donner l'axe d'amélioration et vous donner quelques conseils personnels. Est-ce que l'un ou l'une d'entre vous veut simuler sa présentation? Je suis prêt. Alors, ce que je vous propose, je vous comprends, vous m'appelez individuellement, je fais l'acheteur, et à partir de cet instant-là, je comprends bien que vous ne souhaitiez pas forcément que tout le monde vous écoute, vous m'appelez et on va faire l'exercice. Et vous allez voir que je vais être dur avec vous pour que ça fonctionne, quoi. Si je suis trop gentil, vous n'allez pas avancer. On n'est pas là pour se caresser dans le sens du poil, on est là pour vendre du vin. Maintenant, on va passer à notre agenda. Nous avons un agenda, donc on vient de passer le salon Digital Wine, on fait des formations sur comment vendre son vin, on a fait un salon qui s'appelait Digital Wine, on a fait aussi une sélection à New York il n'y a pas très longtemps, des vins qu'on va présenter sur la tournée du mois de novembre. Il y a aussi des zooms sur les régions. Zoom sur les régions, c'est quoi? C'est l'occasion pour les vignerons de présenter leur région, mais aussi de présenter leur domaine. Si vous êtes intéressé, vous pourrez communiquer avec moi, je vous expliquerai. Il y a la tournée One is Back, donc qui commence au mois de novembre, où nous nous rendons à Boston, à New York, à Miami, à Los Angeles, Vancouver, Toronto, Montréal. Inutile de vous dire qu'ils nous attendent de pied ferme, puisque ça va faire 2 ans pratiquement qu'on n'était pas parti en tournée. Et puis ensuite, vous avez l'agenda de 2022 si vous voulez vous préparer. J'espère vous avoir donné quelques bonnes recommandations, mais aussi que Maître Houle vous a aidé pour vous protéger et puis pour garder vos contrats et vos marques et vos exclusivités. Je vais me tenir à votre disposition pour chacun d'entre vous après cette formation. Vous avez juste à me téléphoner en privé et je vous donnerai un petit peu les clés pour ouvrir ce marché. Ce marché qui n'est pas simple, qui ne ressemble pas du tout au marché de l'Europe, qui a été victime, comme en Europe, un petit peu de la Covid. Mais quelles que soient vos questions, après avoir aidé un peu plus de 250 vignerons à rentrer sur le marché, je pense que je peux répondre à vos questions. Voilà, je vous remercie à vous tous. Je vais vous souhaiter une belle soirée. Là, c'est moi qui présente une bouteille d'un de nos adhérents à Los Angeles. Je suis toujours fier de voir les vins de nos vignerons un petit peu de partout.
Et puis, ben, je vous dis à très bientôt et vous n'hésitez pas à communiquer avec moi pour que je vous donne encore plus d'informations de façon privée. Voilà. Merci à vous tous. Merci. Merci, Elian. C'est Coralie. Merci. Merci à vous tous. Bonne journée.